Le 4 mai 1979, la nouvelle leader du Parti conservateur britannique Margaret Thatcher, née Roberts, devient première ministre. Un an et demi plus tard, Ronald Reagan remporte haut la main l'élection présidentielle et devient le 40e président des États-Unis. Depuis 1940 et l'avènement de Winston Churchill, Anglais et Américains ont pris l'habitude de marcher d'un même pas, ou presque. Deux patriciens antifascistes conduisent ensemble la guerre contre Hitler, ce sont Roosevelt et Churchill. Deux plébéiens leur succèdent pour établir de chaque côté de l'Atlantique l'État-providence, ce sont Truman et Attlee. En 1978 encore, Carter et Callahan incarnent un centre-gauche débonnaire et impuissant face aux difficultés du monde. De tous les couples transatlantiques qui se sont succédés, celui de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan est sans aucun doute l'un des plus forts. Les deux figures politiques partagent absolument les mêmes idées et mettront en œuvre le même programme de redressement. Et cette association aura bouleversé en 8 ans la planète presque autant que celle de Roosevelt et de Churchill 40 ans plus tôt, inaugurant l'ère du libéralisme mondialisé et réaffirmant la puissance du monde anglo-saxon. Ronald Reagan et Margaret Thatcher agissent de manière très concertée parce qu'ils sont tout d'abord le fruit d'une perception commune des élites des deux rives de l'Atlantique. L'Occident serait en déclin, il serait en train de perdre à l'intérieur comme à l'extérieur la bataille contre l'Empire soviétique et le marxisme. Qu'en est-il vraiment ? Qu'est devenu le rapport de force Est-Ouest dans les années 70 ? Au milieu des années 70, la décolonisation s'achève sur une avancée sans précédent de l'Union soviétique en Afrique noire. La guerre du Vietnam se clôt sur un triomphe apparent du Nord communiste et un effondrement du moral guerrier des États-Unis. Le premier choc pétrolier ébranle les économies développées du nord de la planète. Pour finir, la révolution islamo-progressiste de Téhéran, en 1978, fait basculer un allié décisif des États-Unis au Moyen-Orient dans le camp de la contestation globale, symbolisée par la prise d'otage de l'ambassade américaine par une bande de jeunes mollahs liés au KGB soviétique. En Europe même, le consensus social-démocrate et pro-américain des années 60 a volé en éclats. Partout, les nouvelles générations de la gauche remettent en cause l'Alliance atlantique et même la paix civile par des démonstrations violentes et une certaine indulgence compréhensive envers le terrorisme. Enfin, l'Union soviétique est encore perçue à l'époque par les Occidentaux comme une formidable puissance militaire, désormais présente sur tous les océans. Ce sentiment que les Occidentaux courent au désastre face à l'Union soviétique entraîne des réactions très fortes, notamment sur le plan intellectuel. Qui sont ces voix qui réclament une révolution libérale ? Nous avons la rencontre dans ces années 70 de trois courants différents, tous présents dans le monde anglo-saxon, qui vont entrer en fusion pour rejeter à l'intérieur le keynésianisme, l'intervention de l'État, et à l'extérieur, le pacifisme unilatéral. Premièrement, le courant intellectuel. Les origines intellectuelles de cette révolution libérale sont parfois lointaines. Depuis les années 40, de grands économistes, comme l'Autrichien exilé en Angleterre Hayek, ou plus tard les Américains Milton Friedman et Arthur Laffer, défendent le libéralisme pur contre l'État-providence, prônent la réduction forcée de la masse monétaire, la baisse des impôts, le recul de l'État. Des colloques réguliers qui se tiennent au Mont Pèlerin, près de Montreux, en Suisse, à partir de 1948, entretiennent la flamme de cette courageuse et minoritaire patrouille d'esprit critique, à l'heure où les idées social-démocrates de Keynes triomphent partout en Europe. Ces idées libérales font leur chemin dans les esprits à mesure que les économies, maltraitées par le choc pétrolier de 1973, s'enfoncent dans la stagflation. Deuxièmement, sur le plan politique, des voix non moins fortes s'élèvent pour réclamer une véritable réaction face à la menace soviétique. Le sentiment d'un danger présent et immédiat, nom d'un célèbre comité d'agitation intellectuelle anglo-américain, dépasse dès lors les rangs de la droite conservatrice traditionnelle. Aux États-Unis, une fraction du Parti démocrate, fortement anticommuniste et attachée à une défense de l'Occident puissante, se constitue. En Angleterre, l'aile droite du Parti travailliste est de plus en plus critique du comportement des syndicats et de l'aile militante marxiste du mouvement. Troisièmement, le revirement de l'opinion, qui connaît alors un phénomène de saturation face aux excès de la gauche américaine intellectuelle et du pouvoir syndical anglais, va donner chair et sang à un corpus idéologique qui demeurait jusqu'alors
le privilège d'un cénacle restreint. C'est dans ce climat qu'une chance est offerte à une droite dure qui n'avait pas eu la possibilité de s'exprimer depuis fort longtemps. L'heure d'un nouveau modèle économique et stratégique a sonné, c'est l'heure du couple Reagan-Thatcher, l'heure du libéralisme. Comment Thatcher et Reagan ont-ils pris le pouvoir? La fin de l'année 1978 et le début de 1979 sont à cet égard des moments décisifs. En Grande-Bretagne, c'est le puissant syndicat des mineurs, dirigé par le communiste pro-soviétique Arthur Scargill, qui avait fait tomber le gouvernement conservateur d'Edward Heath en 1973. Le gouvernement travailliste qui lui succède, dirigé d'abord par Harold Wilson, puis très vite par Jim Callaghan, ne parvient pas à asseoir son autorité sur le nouveau pouvoir syndical. Entre des grèves d'hôpitaux sans service minimum, une grève des pompes funèbres et des chantages divers des mineurs et des électriciens, les Britanniques perdent peu à peu leur proverbial sens de l'humour, même de l'humour noir. L'élan de solidarité populaire envers le grand mouvement des mineurs de 1973 s'est entre-temps converti en rejet. C'est l'heure de Margaret Thatcher, qui a remplacé en 1975 Edward Heath à la tête du Parti conservateur. Margaret Thatcher a toutes les cartes en règle, à droite, mais aussi à gauche. Cette fille d'épicier de Grantham, banlieue de Birmingham, est en effet un pur produit de la méritocratie de l'après-guerre. Étudiante en chimie et en droit à Oxford, au lendemain de la guerre, elle préside les étudiants conservateurs à l'époque où tout le monde est à gauche. Cette expérience fondatrice lui donne le goût des combats à contre-courant. Élue de la circonscription la plus juive de Londres, Finchley, elle est devenue l'intime du grand rabbin d'Angleterre, Jacobowitz. Ses proches sont tous juifs, à telle enseigne que le vieil Harold Macmillan, qui la déteste, lâchera négligemment. Son entourage me paraît comprendre davantage d'anciens d'Estonie que d'anciens d'Eton, le collège le plus huppé d'Angleterre. Et cela est vrai. Étrangère au snobisme aristocratique, sourdement hostile en protestante pure au faste presque latin de la famille royale, Margaret Thatcher n'éprouve aucune culpabilité sociale en politique. À peine est-elle élue, au printemps 1979, que l'Amérique s'avance vers des primaires assez mornes, Carter favori. La prise d'otage de septembre 1979 à l'ambassade des États-Unis à Téhéran bouleverse toute la donne. Elle représente un défi direct lancé à la puissante Amérique dont on se rit des menaces. L'échec de l'action d'un commando américain envoyé délivrer les otages pendant l'hiver ébranle l'opinion qui ne pardonne pas à Jimmy Carter sa faiblesse, son incapacité à faire respecter la puissance américaine. Avec un discours clair dans lequel il promet un doublement du budget militaire et grâce à une personnalité rayonnante de très grands acteurs professionnels, Ronald Reagan remporte haut la main la primaire républicaine, bien que, comme Margaret Thatcher, il se situe théoriquement à l'extrême droite du parti. Mais comme elle, il a socialement les cartes en règle. Fils d'une famille ouvrière du Minnesota, Ronald Reagan a vite trouvé le chemin de Hollywood, mais aussi du syndicalisme de gauche. Chef du syndicat des acteurs en 1938, avec le soutien du Parti communiste, auquel il adhère brièvement, il vire sa cutie pendant la guerre et devient un démocrate anti-marxiste doublé d'un super patriote après 1945. Il quitte enfin le Parti démocrate en 1960 et soutient la candidature de Richard Nixon. 20 ans plus tard, il aura été le gouverneur de la Californie le plus populaire, tout en se faisant le porte-drapeau de la révolution conservatrice, où se mêlent individualisme agressif, patriotisme militaire et renouveau religieux, mais tout cela dans un climat d'incontestable gentillesse. Le 20 janvier 1981, Ronald Reagan devient le 40e président des États-Unis. L'Amérique et l'Angleterre unissent leurs destinées pour 10 ans. Tel Isabelle la catholique et Ferdinand d'Aragon, le couple Thatcher-Reagan va bouleverser le destin du monde en rétablissant la prédominance anglo-saxonne et en conduisant la révolution libérale. Très vite, Margaret Thatcher et Reagan rompent avec le passé en exécutant intégralement leurs programmes respectifs. À l'intérieur, remise à plat de toute l'organisation politique et économique, retour à l'équilibre budgétaire, au risque d'une récession très forte dans les deux pays, dénationalisation, chute des budgets sociaux, affrontement décisif avec les syndicats, Reagan face au contrôleur de la navigation aérienne dès 81-82, et Margaret Thatcher devant les mineurs en 84, où elle soutiendra une grève de plus de 6 mois, telle une campagne militaire. Ne se jugeant pas supérieure sur le plan social à un ouvrier mineur, elle n'hésitera pas à assommer leurs syndicats. À l'extérieur, nouvelle guerre froide, intervention sur de nombreux fronts,
pour réaffirmer l'hégémonie anglo-saxonne. Côté britannique, la campagne des Falklands en 1982, bien sûr, contre l'Argentine, qui aboutit à un triomphe politique de Margaret Thatcher. Churchillienne jusqu'au bout des ongles, elle combattra les Argentins, à l'instar de son héros face aux nazis. Côté américain, bataille gagnée des euromissiles en Allemagne, invasion de l'île de la Grenade en 1983, intervention déguisée au Nicaragua, bombardement de la Libye de Kadhafi en 1986, guerre couverte victorieuse en Afghanistan jusqu'en 1988. Après l'avènement de Gorbatchev en 1985, le libéralisme de combat n'a plus de véritable adversaire. Il s'étiolera peu à peu jusqu'au départ sans gloire de Reagan en 1988 et l'expulsion brutale de Margaret Thatcher 3 ans plus tard par son propre parti fatigué de son doctrinarisme devenu arrogant. Il n'empêche, ces deux figures du libéralisme populaire, voire populiste, en rétablissant la puissance de leur pays, ont gagné la guerre froide et ils ont, à leur manière, clos un chapitre de l'histoire du monde né avec la guerre mondiale et l'entente de Roosevelt et de Churchill, celui de l'hégémonie anglo-saxonne.